Le président Trump envisage sérieusement de reprendre une guerre à grande échelle contre l'Iran, en calculant qu'il peut enfin finir le travail. Apparemment, il a beaucoup écouté les généraux que nous vous montrons régulièrement ici. Et d'autres hauts responsables se manifestent pour vous dire « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer parce que nous avons la maîtrise de l'escalade. » Et ce sont ces fichus iraniens auxquels on ne peut pas faire confiance. Aujourd'hui, nous allons essayer de déceler l'étrangeté dans la réalité. Et personne n'est mieux placé pour cela, surtout pour comprendre où tout ça pourrait mener et quelle pourrait être la réaction si le président Trump met cette intention à exécution. Voici John Mearsheimer, théoricien des relations internationales, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago et sage avisé sur toutes les questions de politique étrangère. Bon retour dans l'émission, John. Merci de m'avoir invité, Danny. Écoutez, je vois bien votre petit sourire, même pendant que je parlais, parce que je suis sûr que vous avez des choses intéressantes à dire. Je veux vous montrer quelque chose qui s'est passé il y a très peu de temps sur Fox News. Robert Greenway, un ancien responsable de la première administration Trump, était interrogé sur ce qui se passe dans cette situation. Évidemment, les Houthis ferment le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui aggrave les problèmes. Ils ont attaqué des navires saoudiens. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Les prix du pétrole continuent de grimper, et cela s'accélère même aujourd'hui. Ils ont déjà beaucoup augmenté. Mais selon Robert Greenway, nous n'avons rien à craindre. Tout va bien se passer. Les Iraniens ont une fois de plus prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance pour suivre une voie diplomatique. Ils ne sont capables de respecter aucun accord. Dès lors, cette voie étant fermée, le président est contraint de reprendre les opérations militaires et d'intensifier l'action. Non seulement pour limiter leur capacité à perturber la navigation dans le détroit d'Ormuz, mais aussi leur capacité en missiles balistiques, celle qui a frappé nos soldats à Mouafaq al-Salti, en Jordanie ce week-end. Et au final, je pense que ce qui peut nous encourager, c'est qu'il reste très peu de capacités et de moyens à l'Iran. Et s'ils intensifient, les États-Unis disposent de degrés d'escalade qui sont complètement hors de portée de l'Iran et de ses supplétifs au Yémen, Ansar Allah ou les Houthis. Vous vous souviendrez qu'à un moment, ils frappaient jusqu'à une douzaine de navires par jour avant que les États-Unis ne lancent une campagne soutenue pour réduire leur capacité. Cela pourrait aussi se profiler. C'est très bien là, Gary. On va s'arrêter là. Plusieurs choses. D'abord, que pensez-vous de cette affirmation? Puisque l'Iran n'est pas digne de confiance et qu'il ne respecte aucune de ses obligations, le président Trump, et c'est le mot qu'il a employé, contraint de durcir le ton. Qu'en dites-vous? Je pense qu'il a complètement tort. Ce sont les Américains à qui on ne peut pas faire confiance. Si vous regardez le protocole d'accord du 17 juin, la question essentielle concerne l'article 5. Qui contrôle le détroit d'Ormuz? À mon avis, l'article 5 indique clairement que c'est l'Iran qui contrôlera le détroit d'Ormuz pendant la période de négociation de 60 jours. Et après cela, l'avenir du détroit sera décidé entre Oman, d'un côté, et l'Iran, de l'autre. Les États-Unis ne sont absolument pas mentionnés. Et ce que l'administration Trump a tenté de faire après la signature du protocole d'accord, c'était de créer un couloir dans le Golfe, ou, plus précisément, de créer un couloir dans le détroit d'Ormuz, qui serait en pratique contrôlé par les États-Unis. Il aurait permis aux navires de passer sous l'égide des États-Unis, et non sous celle des Iraniens. Sans surprise, les Iraniens ont dit que c'était inacceptable et que cela violait l'article 5 du protocole d'accord. Les Iraniens ont raison. Ce que ce monsieur vient de dire sur Fox News est tout simplement faux.
Et que pensez-vous de son commentaire selon lequel nous devrions être encouragés par le fait que le président Trump a une solution à cela? Donc, même si l'Iran ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse, oublions ce que le protocole d'accord disait réellement. Mais ne vous inquiétez pas, parce que nous avons la supériorité en matière d'escalade, c'est bien ça? Eh bien, il faut se rappeler que le président Trump a signé le protocole d'accord le 17 juin parce qu'il n'avait pas le choix. Les Iraniens étaient en train de gagner la guerre et ils avaient toutes les cartes en main à mesure qu'on gravissait l'échelle de l'escalade. C'est pour cette raison que le président Trump a signé ce qui était en réalité un document de reddition. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé depuis le 17 juin qui nous donne désormais la maîtrise de l'escalade? Je veux dire, si nous avions eu cette maîtrise avant le 17 juin, nous en aurions tiré parti et nous l'aurions utilisé pour nous assurer d'obtenir un meilleur accord. Le fait que nous n'en ayons pas profité signifiait que nous n'avions pas la maîtrise de l'escalade avant le 17 juin. Donc, l'argument ici, c'est que quelque chose a changé. Eh bien, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a changé? D'après mes calculs, nous sommes engagés dans cette stratégie du donnant-donnant depuis le 7 juillet. Je le répète, le protocole d'accord a été signé le 17 juin. Ensuite, nous n'avons pas respecté l'accord. Et cette stratégie du donnant-donnant a commencé le 7 juillet, celle qui est en cours aujourd'hui. Et il ne semble pas que cette stratégie nous ait donné le moindre levier de coercition sur l'Iran. Ils nous répondent coup pour coup et nous causent d'énormes problèmes dans le Golfe. Nous n'avons pas la maîtrise de l'escalade. Alors, si l'administration affirme que nous pouvons aller plus loin dans l'escalade, dépasser le simple œil pour œil, peut-être revenir à la guerre de 40 jours, qui a été une véritable campagne de bombardement stratégique menée du 28 février au 8 avril, revenir à cela et gagner ce conflit, je ne le pense pas. Rien ne prouve que nous en soyons capables. Et rien ne prouve que poursuivre cette logique d'œil pour œil, même à un niveau plus élevé, produira le résultat souhaité par les États-Unis. En réalité, nous n'avons pas d'autre choix que de parvenir à une sorte de protocole d'accord avec les Iraniens et d'en finir avec cela. Écoutez, s'engager dans cette voie a des coûts réels et immédiats, à court terme. Vous l'avez mentionné, le 17 juin, même Trump a reconnu qu'il y avait un certain coût économique. Eh bien, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est le prix au comptant réel, en direct, d'un baril de pétrole. Il est de 140 $. Le prix sur le papier, actuellement, sur le marché à terme, c'est, je crois, 92 $ pour le WTI et autour de 100 $ pour le Brent. Mais quand vous achetez réellement un baril de pétrole, c'est ce que vous payez en ce moment. Et on s'attend à ce qu'avec le temps, ces deux prix convergent. Donc, on va se rapprocher du moment où ce chiffre-ci sera réellement ce que nous devrons payer. Enfin, nous le payons déjà aujourd'hui. La question est donc la suivante. Financièrement, qu'est-ce qui a changé entre le 17 juin et aujourd'hui, quand on voit ce que nous payons réellement? Ce qui s'est passé, c'est que la situation s'est nettement aggravée sur le plan économique. Et le facteur essentiel ici, c'est que les Houthis ont fermé la mer Rouge. Ils empêchent désormais l'Arabie saoudite d'acheminer son pétrole vers le détroit de Bab el-Mandeb. Et cela va avoir des conséquences considérables, des effets négatifs sur le prix du pétrole et par conséquent sur l'économie internationale. À mon avis, c'est une situation désastreuse. Le détroit d'Ormuz est fermé et maintenant le détroit de Bab el-Mandeb est fermé. Donc, économiquement, nous sommes dans une situation pire aujourd'hui que juste après le 17 juin. Le deuxième point que je voudrais vous soumettre, Danny, c'est que, comme vous le savez, l'une des raisons pour lesquelles nous voulions parvenir à un accord avec les Iraniens,
c'est que nous étions à court de munitions précieuses. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis fin à notre guerre contre les Houthis au printemps 2025. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous étions si pressés de mettre fin à la guerre de 12 jours contre l'Iran en juin dernier. C'était en juin 2025. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulions arrêter la guerre de 40 jours, comme je l'ai dit. Et quand vous vous engagez dans une stratégie de représailles réciproques, vous utilisez davantage de munitions précieuses. Alors, à ceux qui parlent aujourd'hui d'escalade, il faut rappeler que nous allons simplement brûler encore plus de munitions précieuses. De ce point de vue, mais aussi du point de vue économique, cela n'a aucun sens pour nous de surenchérir ou de maintenir le statu quo avec cette stratégie de représailles réciproques. Ce que nous devrions faire, si nous étions intelligents, c'est conclure un accord. Alors, nous avions déjà conclu un accord et nous l'avons défait, pour reprendre cette expression. Mais cela semble compliquer les choses. Vous avez donc mentionné que les Houthis, Ansar Allah, ont fermé la sortie sud de la mer Rouge à Bab el-Mandeb. Et cela a fait grimper le prix du pétrole encore davantage qu'il ne l'avait déjà fait à cause du détroit d'Ormuz. En réponse, hier, le président Trump a déclaré que ce message sur Truth serve à indiquer que, s'il recommence, les États-Unis tiendront l'Iran pour responsable, que les Houthis sont un substitut et un mandataire, et qu'un coup militaire majeur leur sera porté. Mais, à l'heure actuelle du moins, nous n'avons rien fait en réponse à l'attaque Houthi contre 2 navires saoudiens. Je crois que Gary a une vidéo où l'on peut voir une scène nocturne assez spectaculaire. L'un de ces navires est en feu. Et jusqu'ici, nous n'avons rien fait. Vous vous attendez à ce que cela continue? Absolument. Danny, nous sommes entrés en guerre contre les Houthis en mars 2025. C'était il y a un an, en mars dernier, n'est-ce pas? Le président Trump est entré en fonction en janvier 2025. En mars, 2 mois plus tard, il est parti en guerre contre les Houthis. Il a abandonné en mai parce qu'il ne pouvait pas vaincre les Houthis. Et en plus, comme je l'ai dit auparavant, nous dépensions des munitions précieuses. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Veut-il vraiment faire la guerre aux Houthis en même temps qu'à l'Iran? Je ne le pense pas. Il ne vaincra pas les Houthis. Il ne vaincra pas l'Iran. Et il finira par dépenser encore plus de munitions que celles qu'il dépense actuellement dans son combat contre l'Iran. Donc, nous n'avons aucune carte à jouer concernant les Houthis. Et pourtant, selon Greenway, il y a à peine 1 seconde, et quand on voit que même Al Jazeera rapporte que la Jordanie, Bahreïn et le Koweït auraient reçu des frappes de représailles iraniennes après 12 heures de conflit. Plus tôt dans la journée, le camp iranien ne reculait clairement pas du tout. Mais regardez le deuxième point, en bas. Le président Trump envisagerait une attaque massive contre l'Iran, plus importante que jamais. Et il serait proche de prendre une décision. Mais vous savez, regardons ce qui s'est passé tout récemment. Toutes ces bases américaines ont déjà été touchées. Et regardez, Greenway a dit quelque chose que beaucoup d'autres disent aussi, ce qui me paraît complètement fou. Il a dit qu'il n'avait quasiment plus aucune capacité. Et pourtant, cela confirme qu'ils ont encore une grande capacité. Ça, c'est sur une seule période de 7 jours, et il y en a d'autres après. Puis on voit que pendant la nuit, plutôt aujourd'hui même, ces cibles ont été frappées, et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Qu'est-ce que cela vous dit sur nos capacités de défense? Eh bien, les services de renseignement américains ont clairement indiqué qu'à l'issue de la guerre de 40 jours, l'Iran disposait encore d'un nombre important de missiles et de drones, et il continue de reconstituer ses capacités en matière de missiles et de drones. Je ne connais donc aucun élément indiquant que l'Iran est à court de missiles et de drones.
Je veux dire, des gens comme Greenway peuvent avancer ces affirmations, mais encore faut-il les étayer par des faits. Il faut pouvoir nous montrer les preuves que l'Iran est à court de missiles et de drones. En réalité, ce que nous voyons de nos propres yeux est exactement l'inverse de ce qu'il affirme. Encore un point là-dessus, Danny. Il explique que le président Trump va faire monter les enchères, que nous allons escalader et que ce sera la formule magique. Mais c'est facile de dire ça. Dites-nous donc, quelle est votre théorie de la victoire? Dites-nous exactement ce que nous allons faire en cas d'escalade. Quelle cible allons-nous frapper? Et quel effet le fait de frapper ces cibles aura-t-il sur les Iraniens? Personne ne nous raconte jamais cette histoire parce qu'en réalité, il n'y a pas d'histoire à raconter. Quelle cible pouvons-nous frapper qui ferait une différence? La réponse, c'est aucune. S'il y avait de telles cibles, nous les aurions frappées depuis longtemps. Ce n'est pas comme si nous attendions simplement le bon moment pour frapper des cibles et mettre les Iraniens à genoux. C'est un argument absurde. Il n'existe aucun ensemble de cibles que nous pourrions frapper qui contraindrait les Iraniens à se rendre. Ça n'arrivera pas. Ils font face à une menace existentielle. Ils vont se battre jusqu'à la mort. Et ils en ont largement les capacités. Nous sommes dans une guerre que nous sommes en train de perdre. Et encore une fois, c'est pour cela que le président Trump a signé le protocole d'accord le 17 juin. Et comme je l'ai dit auparavant, rien n'a changé depuis. Il n'existe aujourd'hui aucune formule magique qui n'était pas déjà disponible le 17 juin. Vous savez, c'est intéressant. Vous dites que personne n'a répondu à cette question. Quels sont les objectifs militaires atteignables qui les amèneraient à capituler? Dans un instant, je vais vous montrer une déclaration de Marco Rubio dans laquelle il semble employer certains de ces termes. Je vous laisserai commenter ce qu'il dit. Mais pour replacer les choses dans leur contexte, hier, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que notre doctrine de défense est claire, œil pour œil. Toute agression contre l'Iran, y compris contre nos infrastructures, fera l'objet d'une réponse puissante et décisive. Ceux qui contribuent à une telle agression, quel que soit le type de soutien apporté, seront eux aussi considérés comme des cibles légitimes. Et cela a bien sûr été confirmé ce matin, lorsque l'Iran a frappé le Koweït et plusieurs autres endroits dans la région. Mais en réponse à cette déclaration d'Araghchi, Marco Rubio l'a écarté d'un revers de main en disant ceci. Vous savez les gars, j'ai vu Araghchi, leur ministre des Affaires étrangères, qui l'autre jour a parlé de leur politique. Œil pour œil. La politique du président, c'est une tête pour un œil. Enfin, honnêtement, c'est ce qui va se passer. Ils vont payer un prix très lourd pour ce qu'ils font. Ils paient déjà un prix très lourd. Vous ne le savez pas parce que vous ne le couvrez pas. Vous n'êtes pas en Iran, vous n'êtes pas dans la rue. Ils n'ont pas de médias libres. Mais ils vont continuer à payer un prix très lourd. Leur base industrielle a été décimée. Leur base industrielle de défense a été décimée. Ils perdent des lanceurs. Ils perdent des radars chaque nuit. Ils subissent des dégâts de plusieurs milliards de dollars. Et leur économie est un désastre. Mais malgré tout ça, ces gens nous appellent tous les jours en nous suppliant « Faisons un accord ». Ils nous envoient des messages par l'intermédiaire d'autres pays, de pays tiers. Je veux dire, il commence à manquer de pays par lesquels passer. Même ici, des pays venaient me voir en disant « Oh, je viens de parler aux Iraniens. Ils veulent conclure un accord. » Le problème, c'est que chaque fois que ces gens concluent un accord, soit ils le rompent, soit une fois qu'ils l'ont conclu, ils veulent le modifier. Donc il parle de « on aura la deuxième partie dans un instant ». Mais dans la première partie, il explique que leur économie est en ruine,
que leur capacité industrielle a été démantelée et détruite. Gary, si vous pouvez remettre cette vidéo du commandement central que vous avez déjà montrée, celle qui présente les cibles que nous frappons. Je veux faire un commentaire là-dessus parce qu'il s'adresse au secrétaire Rubio en disant, en substance, regardez, nous frappons leur économie, nous frappons leur capacité industrielle, nous frappons leur capacité à faire la guerre. Donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'il suffit d'en faire un peu plus et alors nous allons réussir. Et si je vous ai demandé de remettre cette vidéo, c'est parce qu'on peut voir ce que sont ces... D'accord. Donc, il y a 2 vedettes rapides, simplement amarrées là. Il y a d'autres cibles. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul bateau. En fait, ça ressemblait davantage à une barque à rames qu'à un navire militaire. Mais quand on regarde certains des autres, là, je ne sais même pas exactement. Celui-ci, c'est une sorte de camion, je suppose. Je ne sais pas. Mais ce que je ne vois pas, dans aucune des autres images montrées non plus. D'accord. Oui, c'est ça, juste ici. Je n'ai vu aucune attaque contre la seule chose qui compte vraiment, ces villes souterraines de missiles, d'où ils lancent les systèmes de missiles à longue portée, les drones à longue portée, et où ils assurent leur production bien hors de notre portée. Donc, si Rubio dit cela avec des mots, mais que ce n'est pas suivi d'actes concrets, alors il paraît assez étrange que nous fondions nos politiques sur quelque chose qui, par conséquent, ne peut pas réussir. Mais on dirait que c'est ce que nous sommes sur le point de faire. Eh bien, Danny, le fait est que les États-Unis, d'abord avec les sanctions et maintenant avec cette guerre, ont causé d'énormes dégâts à l'économie iranienne. Personne ne le nie. C'est un fait élémentaire. Et c'est vrai depuis longtemps. La question qu'il faut se poser, c'est peut-on suffisamment endommager cette économie pour pousser la population à se soulever et à renverser le gouvernement, ou pour amener le gouvernement à dire « ça suffit, on arrête ». Et les enseignements de l'histoire sont en réalité très clairs sur ce point. Nous avons vu, pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam, des campagnes de bombardement bien plus vastes que celle-ci, et dans tous ces cas, l'État visé ne s'est pas rendu. Ce genre de campagne punitive ne mène pas à la victoire. Et ce n'est pas un hasard si, quand on remonte au 28 février, puis qu'on revient jusqu'à aujourd'hui, toutes les destructions que nous avons infligées à l'économie iranienne n'ont pas suffi à les faire renoncer. Alors, que va faire l'administration pour frapper des cibles précises et changer cette situation? Vous savez, le président Trump parle parfois de s'en prendre aux ponts, aux centrales électriques, aux réseaux pétroliers ou aux installations pétrolières à l'intérieur de l'Iran. Mais il ne l'a pas encore fait. Cela signifie que nous pourrions encore causer bien davantage de dégâts à l'économie iranienne. Mais il faut se poser 2 questions. Premièrement, est-ce que cela les fera renoncer? Et deuxièmement, que feront-ils en représailles? Parce que c'est un enjeu très important ici. Le fait est que, même si vous intervenez et que vous détruisez leurs ponts, leurs centrales électriques, et ainsi de suite, ils n'abandonneront toujours pas. Car ils font face à une menace existentielle, et ils ne vont pas s'y soumettre. Ils se battront jusqu'au dernier. Et là encore, les faits historiques sont très clairs sur ce point. Deuxièmement, ils vont riposter. Et ils vont causer des dégâts énormes aux États du Golfe, à la Jordanie, et peut-être même à Israël. Ils ont des capacités redoutables. Ils ont beaucoup de missiles, beaucoup de drones, et ils savent les utiliser de manière sophistiquée. Donc je ne pense pas que l'escalade conduira à la victoire. Et encore une fois, je ne pense pas que Rubio, ni aucun des autres partisans de l'escalade, présente un scénario crédible expliquant comment l'escalade mène à la victoire. Leur idée de base, c'est « il faut simplement se montrer ferme. Il faut simplement intensifier l'escalade. Ça produira la victoire. » Voilà leur raisonnement. Nous avons déjà causé beaucoup de dégâts. Il suffit d'en causer un peu plus,
ça produira la victoire. Ce sont des affirmations assez creuses. Quand on est en guerre et qu'on réfléchit à la manière de gagner cette guerre, il faut penser aux mesures concrètes qu'on va prendre. Ensuite, il faut être capable d'expliquer de manière crédible comment ces mesures concrètes permettent d'atteindre ces objectifs. Et personne ne le fait, parce qu'ils ne le peuvent pas. Oui, ils ne le peuvent pas. Alors, à la place, ils font ce que Rubio a fait dans la dernière partie de cet extrait. Il a répété quelque chose que le président Trump dit jusqu'à l'écœurement presque depuis le début de toute cette affaire, que l'Iran nous supplie de conclure un accord. Pendant ce temps, dans toutes leurs déclarations publiques, ils disent l'inverse, qu'ils ne concluront aucun accord tant que nous ne nous soumettrons pas à leurs conditions et à leurs exigences, qui figuraient toujours dans les 14 points, ce que nous n'avons pas fait. Alors, combien de temps encore cela peut-il marcher? Et même, est-ce que ça marche encore aujourd'hui auprès du public américain? Vont-ils continuer à croire ces déclarations selon lesquelles l'Iran ne demande qu'à conclure un accord? Je pense que l'opinion publique américaine ne compte tout simplement pas ici. Je pense que la seule chose qui compte, du point de vue américain, c'est l'économie internationale. Je pense qu'on arrive maintenant à un point dangereux quand on voit le prix du baril de Brent tourner autour de $100 et que certains parlent de peut-être 120, voire 150 $ le baril. C'est un vrai danger, un vrai signe de danger. Et je pense que c'est cela qui compte le plus. Je ne pense pas que le fait que l'opinion publique américaine croit les Iraniens ou croit le président Trump sur la question de savoir qui veut la paix compte vraiment beaucoup. Je pense que c'est le prix du pétrole qui compte. Et bien sûr, cela aura des conséquences pour l'opinion publique et causera toutes sortes de problèmes au président Trump. Donc l'opinion publique compte dans ce sens-là, mais pas autrement. Est-ce que le chef de la diplomatie peut continuer à dire ce genre de choses? Parce qu'évidemment, c'est entendu dans les pays du Golfe, membres du CCG. C'est entendu à Téhéran. C'est entendu en Arabie Saoudite, par exemple. Et on pourra parler de certains problèmes que ça pose ici dans un instant. Mais est-ce que ça a un coût? Ou bien est-ce que tout le monde se dit « Oui, je le vois remuer les lèvres, mais je n'écoute rien ». Ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a un coût à dire des choses qui sont manifestement fausses? Plus maintenant, parce que tout le monde sait que Trump et Rubio disent constamment des choses qui ne sont clairement pas vraies. Je pense que les États du Golfe, ou plutôt leurs dirigeants, et j'imagine même leur population, comprennent parfaitement que les Iraniens ne supplient pas pour la paix et qu'ils sont engagés dans ce combat sur le long terme, et ils vont appliquer une stratégie œil pour œil. Alors Rubio et Trump peuvent dire toutes ces choses outrancières, mais les gens lèvent les yeux au ciel et comprennent, comme vous et moi, ce qui se passe ici. Ce n'est peut-être pas aussi vrai en Occident, mais dans le Golfe, je pense que ça l'est. Bon, regardons ce que les gens en pensent ici, parce que vous avez mentionné que maintenant que les gens voient le prix du pétrole augmenter, le prix de l'essence ne baisse pas. En fait, il a recommencé à augmenter. Et puis maintenant, avec cette affaire autour d'Ansar Allah et de Bab el-Mandeb, Politico écrivait hier. Une situation politiquement impossible. Un nouveau sondage montre que les électeurs de Trump perdent patience face à la guerre. Et si je peux éviter ce truc bizarre sur l'écran de mon ordinateur? Vous remontez ici et vous voyez ça. Où est-ce qu'il est passé? Celui-là. Voilà. Une chute brutale de 13 points en seulement 2 mois, selon ce sondage, révèle que les soutiens les plus fervents du président commencent à rejoindre la majorité des Américains, qui s'opposent depuis longtemps à l'implication des États-Unis dans la guerre. Le fait que ce soit désormais les soutiens du président Trump
Est-ce que ça pourrait l'inciter à faire quelque chose de plus sensé? Encore une fois, je ne pense pas que ce soit d'une importance cruciale. Je pense que le président Trump comprend simplement qu'il ne peut pas se permettre une guerre qui s'éternise ici, à cause des effets qu'elle aura sur l'économie internationale. On en voit déjà les signes. Mais aussi à cause de la situation des munitions dont nous parlions tout à l'heure. Je veux dire, je ne suis pas sûr que l'opinion publique compte tant que ça dans ce cas. Pour lui, la question est simplement, que peut-il faire pour mettre fin à cette guerre dans des conditions favorables? Et le fait est qu'il ne peut pas le faire. L'autre chose, Danny, et je veux simplement le souligner, c'est que, du point de vue iranien, plus cette guerre dure, mieux c'est. Parce que plus elle dure, plus il dispose d'un levier de coercition. Si vous regardez ce qui arrive au prix du pétrole, c'est dans l'intérêt de l'Iran. Et si la guerre se poursuit encore quelques semaines, que le pétrole monte, monte et monte, et atteint $150 le baril, $200 le baril, c'est à l'avantage de l'Iran. Cela lui donne un levier de coercition. Et concernant l'escalade, vous savez, des responsables de Trump peuvent soutenir que nous allons intensifier le conflit, punir les Iraniens, et que cela nous donnera une stratégie pour gagner la guerre. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que s'ils intensifient le conflit, si l'administration l'intensifie et que la guerre devient plus violente, cela jouera en faveur de l'Iran parce que cela provoquera un chaos économique, davantage de chaos économique au Moyen-Orient. Et je pense que le chaos économique joue en faveur de l'Iran. Comme je l'ai déjà dit, on peut soutenir que l'Iran a été stupide de signer le protocole d'accord le 17 juin. Il aurait dû laisser la guerre se poursuivre, en espérant que les États-Unis fassent des choses stupides qui feraient monter le prix du pétrole, encore et encore. Et bien sûr, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le prix du pétrole augmente. Et là encore, cela joue en faveur de l'Iran. Je ne pense donc pas que l'Iran ait un grand intérêt à mettre fin rapidement à cette guerre. Je pense que si quelqu'un parle aux Omanais et aux Pakistanais pour tenter de relancer le processus de négociation, ce sont probablement les Américains, pas les Iraniens. Dan, il faut vous impliquer, sinon ce seront les Saoudiens, les Qataris, toutes sortes de Koweïtiens. Ce sont peut-être eux qui diront « Hey, trouvons un moyen de sortir de là », parce que ça leur coûte vraiment très cher. L'Arabie saoudite commence enfin à payer un coût financier plus important que certains autres ne l'ont fait au début de tout ça, avec la fermeture de Bab el-Mandeb. Mais laissez-moi vous poser une question très précise. Compte tenu de tout ce qui s'est passé et de toutes les conditions que vous avez mentionnées, les missiles intercepteurs, nos missiles offensifs, les villes iraniennes de missiles creusés dans les montagnes, etc. Que peut faire Trump maintenant? Pas ce qu'il devrait faire, parce que vous y avez déjà répondu. Il devrait simplement s'en aller. Mais compte tenu de ses contraintes politiques, jusqu'où peut-il aller s'il reconnaît, comme vous le suggérez, qu'il reconnaît ce problème et qu'il doit s'en sortir? Comment peut-il le faire en utilisant les capacités propres à Trump? Eh bien, il va devoir conclure un accord. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est convaincre les gens que ce sont les Iraniens qui voulaient retourner à la table des négociations et que lui répond à leurs demandes. C'est ce qui transparaît dans la rhétorique de Rubio, qui est, bien sûr, une rhétorique que le président emploie tout le temps. Vous savez ce qu'on dit ici, c'est que ce sont les Iraniens qui veulent retourner à la table des négociations. Pourquoi insiste-t-il autant sur ce message? Parce que nous voulons retourner à la table des négociations, mais nous ne voulons pas passer pour ceux qui sont désespérés d'y retourner. Ensuite, nous retournerons à la table des négociations et nous présenterons tout accord conclu comme une grande victoire. Trump, bien sûr, a essayé de faire cela le 17 juin.
mais il n'a pas réussi à en convaincre les faucons. Et ils l'ont essentiellement poussé à renier l'accord. Cette fois, je pense que Trump va obtenir un accord moins bon que celui qu'il a obtenu le 17 juin. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, les Iraniens disposent d'un levier de coercition plus important à mesure que cette guerre se prolonge. Donc, la deuxième fois que vous entrez dans le processus de négociation, ils auront davantage de leviers. Ils vont négocier plus durement. Il aura donc plus de mal à négocier, à convaincre les gens qu'il ne s'agit pas d'un nouveau document de capitulation. Autrement dit, d'un document de capitulation encore pire. Mais il essaiera. Il essaiera de dire, vous savez, nous avons mis fin à la guerre, nous avons résolu la crise économique et nous allons vivre heureux pour toujours. Est-ce qu'il arrivera à faire avaler ça? J'en doute, mais il essaiera. Vous savez, ce qui me semble là, pendant que vous parlez, c'est que je commence peut-être à faire certains rapprochements. C'est peut-être pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça que Rubio disait ça. Mais lui se dit d'accord. Pour vendre cette idée-là, je dois d'abord faire encore une dernière grande offensive. Et c'est peut-être pour ça que Jack Keane a dit ça. Nous sommes clairement sur la voie d'un retour à des opérations de combat majeures impliquant Israël et les États-Unis. Je pense que c'est la voie sur laquelle nous sommes engagés. Les Iraniens veulent-ils mener des négociations ici? Bien sûr. Ils veulent négocier. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils veulent empêcher les États-Unis d'imposer leur volonté en tirant sur eux et en leur retirant leurs capacités militaires. Ils veulent empêcher cela, comme ils y sont parvenus les 7 et 8 avril. Ils veulent rejouer ce scénario. Je ne pense pas que cela va arriver. Les Pakistanais et les Qataris le soutiennent sur ce point, mais je ne pense pas que ce soit la position du président et de son entourage. Je pense qu'ils sont frustrés. Ils veulent à terme rouvrir le détroit d'Ormuz, mais aussi reprendre des opérations de combat majeures et achever ce qu'ils avaient entrepris, au regard des objectifs militaires qui leur ont été assignés. Vous venez de le souligner. Je n'ai pas besoin de vous poser 2 fois la même question. Toutes ces longues listes d'objectifs, toutes ces choses que Jack Keane pense que nous pouvons accomplir, il n'explique jamais comment nous allons y parvenir, alors que tout a échoué durant la première phase de cette guerre. Vous l'avez très clairement décrit la dernière fois, la phase de bombardement de 40 jours, la phase de blocus, puis la phase du protocole d'accord. Et maintenant, j'imagine, on cherche une nouvelle phase. Pensez-vous qu'il soit possible que le président Trump avance ce genre de choses, comme ce qu'a dit Greenway et comme ce qu'a dit Keith Kellogg aussi? Que nous voulons tenter une dernière grande poussée, puis pouvoir affirmer, une fois la fumée dissipée, que nous avons amené l'Iran à conclure un accord. C'est possible, Danny. Ça ne me surprendrait pas. Vous savez, ils sont désespérés et ils cherchent. Je pense qu'ils cherchent un moyen de mettre fin à cette guerre, tout en pouvant raconter que nous l'avons emportée, que les Iraniens ne l'ont pas emportée. Et on pourrait soutenir que ce qu'ils essayent de faire, et je ne dis pas qu'il y a beaucoup de preuves solides pour l'étayer, c'est une déduction de votre part et de la mienne. On pourrait soutenir qu'ils mettent en place un récit selon lequel ce sont les Iraniens qui veulent revenir à la table des négociations. Ils sont désespérés, ils ont subi d'énormes dégâts. Et ensuite, nous, on va les frapper très durement au cours des prochains jours. Puis en pratique, on déclare victoire et on dit « Nous sommes maintenant prêts à retourner à la table des négociations ». Et nous espérons que les Iraniens estiment que le moment est venu de négocier un nouvel accord. Puis l'accord est conclu. Et là, nous disons que ce n'est pas un document de reddition. En réalité, nous l'avons emporté. Et si nous l'avons emporté, c'est parce que nous avons été fermes avec les Iraniens.
nous avons probablement été trop patients. Mais malgré tout, à la fin, nous avons frappé du poing sur la table et ils ont cédé. Je veux dire, de leur point de vue, c'est une manière plausible de s'en sortir. La question, c'est de savoir s'ils peuvent convaincre le reste d'entre nous que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que ce sera presque impossible. Ils essaieront de raconter qu'ils ont gagné, mais je ne pense pas qu'ils puissent raconter cette histoire-là. Je veux dire, quand on reprend la liste des exigences qu'on avait en entrant dans cette guerre, et le fait qu'on n'en a atteint aucune, puis qu'on regarde les autres conséquences négatives de cette guerre. Vous savez, à quoi ressemblait le monde le 27 février, comparé à aujourd'hui? Oubliez même les exigences qu'on avait formulées. Demandez-vous simplement, qui contrôle le détroit d'Ormuz? Qu'est-il arrivé à notre dispositif de base dans le Golfe? Qu'est-il arrivé à notre réseau d'alliances dans le Golfe? Qu'est-il arrivé à nos stocks de munitions? Et ainsi de suite. C'est vraiment une défaite dévastatrice pour les États-Unis. Comment quelqu'un peut-il ne pas le voir? Mais ils vont essayer de raconter une histoire, si nous avons raison sur ce qu'ils préparent, qui nous présente comme les vainqueurs et les Iraniens comme les perdants. Et vous savez, je dois me poser la question. Nous avons donc entre les mains, avec le protocole d'accord, l'accord que selon vous, Trump doit maintenant tenter d'obtenir. En juin, le président Trump a fait les déclarations que vous venez d'exposer il y a un instant. Il a reconnu qu'il voyait le potentiel. Rien de tout cela n'a changé. Tout est toujours là aujourd'hui. Et pourtant, pour une raison ou une autre, il a quand même tout embrouillé en essayant de modifier les conditions dans la partie sud du détroit d'Ormuz, avec le corridor d'Al-Mandab. Donc là, ça fait 12 jours d'affilée qu'on les attaque, et etc. Il y aura probablement un 13e jour plus tard aujourd'hui, peut-être même quelque chose d'encore plus important. On verra ce qui va se passer. Mais disons qu'il fasse effectivement ce qu'on vient de supposer qu'il pourrait faire, puis qu'après une grosse frappe ou quoi que ce soit, il affirme « on va se retirer ». On se retrouvera dans une position pire après tout ça, si l'Iran accepte quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui garantit qu'il ne recommencera pas et ne fera pas capoter cet accord-là? Je veux dire, pourquoi le respecterait-il là-bas, avec des conditions moins favorables, alors qu'il ne l'a pas respecté le 17 juin avec les conditions qu'il avait? Eh bien, le problème auquel il est confronté, c'est que la crise des munitions et la situation concernant les prix du pétrole arrivent à un point où il doit simplement conclure une forme d'accord et s'y tenir. Il ne peut pas continuer comme ça. Je ne pense pas qu'il puisse mener ici une guerre sans fin. Pensez à l'Afghanistan, à l'Irak, au Vietnam. Pensez à ces guerres sans fin. L'économie internationale n'a pas été affectée de manière significative par ces guerres. Pendant la guerre en Afghanistan, on ne parlait pas de précipiter l'économie internationale du haut d'une falaise. Et en matière de munitions, aucun de ces conflits n'a vraiment consommé de précieuses munitions américaines comme le fait la guerre en Iran. C'est donc une situation très différente, et il doit mettre fin à celle-ci. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas parlé des élections de mi-mandat, qui comptent vraiment pour lui et sur lesquelles cette guerre a des conséquences. Vous avez montré tout à l'heure le sondage sur ce qui arrive à son soutien au sein du mouvement MAGA. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le président à l'approche des élections de mi-mandat. Donc ça compte aussi. Je pense qu'il faudra mettre fin à cette guerre à un moment donné. Et je ne pense tout simplement pas qu'elle puisse se poursuivre indéfiniment. Vous savez, ce n'est pas une surprise, mais l'administration sabote son propre potentiel. Si elle allait dans cette direction, elle tiendrait alors un discours différent, un discours qui irait dans ce sens. Mais au lieu de ça, lors d'une audition au Sénat,
Voici Pete Hegseth, qui explique à quel point le camp iranien est faible. L'Iran est militairement dans la position la plus faible qu'il ait jamais connue depuis 10 ans, et peut-être même depuis 47 ans, alors qu'il avait constitué de fait une armée terroriste. Je reconnais donc qu'il conserve encore des capacités, cela ne fait aucun doute, mais l'ampleur des dégâts que nous lui avons infligés au cours de cette série d'opérations l'a placé dans la pire situation qu'il ait jamais connue. Comment peut-on avancer un tel argument, alors qu'ils n'ont jamais été dans une situation aussi mauvaise, après ce qu'on vient de vous montrer? Rien que ces derniers jours, ils n'arrêtent pas de frapper ces installations. Je veux dire, comment qui que ce soit peut-il affirmer cela de manière crédible? Comment quelqu'un peut-il le croire? Eh bien, je voudrais simplement souligner que depuis le début de la stratégie du donnant-donnant, le 7 juillet, les Iraniens ciblent toutes nos installations militaires dans le Golfe et qu'ils les détruisent. Nous avons donc dû nous replier de manière très importante vers la Jordanie. Et si la Jordanie est devenue une cible, rappelez-vous qu'au début de la guerre, elle n'était pas du tout ciblée, c'est parce que les cibles visées par les Iraniens se trouvaient exclusivement dans le Golfe Persique. Or, aujourd'hui, la Jordanie est une énorme cible pour les Iraniens. Pourquoi? Parce que nous déplaçons nos capacités militaires du Golfe vers la Jordanie. Et les Iraniens s'en prennent désormais, en substance, à nos capacités militaires et à nos infrastructures en Jordanie, nous forçant à reculer vers Israël. Et en même temps, rien ne prouve qu'ils soient à court de missiles et de drones. Alors, comment quelqu'un comme Pete Hegseth peut-il affirmer que les Iraniens sont plus faibles que jamais et que nous les avons exactement là où nous le voulons? Je ne comprends tout simplement pas comment il peut avancer un tel argument. C'est manifestement faux. Ce qui se passe montre clairement que les Iraniens sont dans une excellente position sur le plan militaire et que nous n'avons aucun moyen d'éliminer leur capacité militaire. Et d'ailleurs, Daniel, il est également important de souligner que les Russes et les Chinois les aident clairement. Je pense non seulement par le renseignement, mais aussi par les armes. Je crois que les Iraniens reçoivent une aide des Chinois et des Russes qui rend leurs armes bien plus meurtrières. Et cela nous cause d'énormes problèmes. Donc je pense que Hegseth, ici, ne fait que brasser du vent. Oui, je veux dire, c'est un peu le retour de bâton de ce que nous faisons contre la Russie depuis toutes ces années. Et je sais que vous avez certaines opinions sur la Chine, mais le fait d'avoir fourni toutes ces armes à Taïwan pendant tout ce temps, ce n'est pas surprenant qu'ils aient tous les deux fini par faire quelque chose contre nous. En réalité, la seule chose qui m'a surpris, c'est qu'ils aient mis autant de temps à s'y mettre, surtout les Russes. En parlant des Russes, Marco Rubio a rencontré Sergei Lavrov hier. Et fait intéressant, le communiqué américain disait simplement qu'une rencontre avait eu lieu et qu'ils avaient parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est tout. Ça faisait à peine 2 phrases, très court. Mais côté russe, Dmitri Peskov a été interrogé ce matin sur la manière dont les Russes voyaient les choses. Dans cette situation, je ne serais pas excessivement optimiste. Des contacts ont bien lieu, c'est toujours positif. Mais à ce stade, on ne peut parler d'aucune nouvelle dynamique ni d'accélération. Nous poursuivons notre dialogue avec les Américains par les canaux de travail existants et nous espérons que lorsque les négociateurs américains seront plus disponibles, nous pourrons reprendre les échanges en personne. Ils pourront venir à Moscou et poursuivre notre dialogue. Or, ces derniers temps, les Russes, Sergei Lavrov, comme Vladimir Poutine,
ont dit être très déçus que l'esprit d'Anchorage, lors de la première rencontre avec Trump, quand il leur avait déroulé le tapis rouge, soit de fait mort, et qu'il n'y ait rien de plus à en attendre. Alors, pourquoi pensez-vous que Sergei Lavrov accepterait de rencontrer Rubio? Et qu'attendent-ils réellement de cette rencontre? Je pense qu'il l'a rencontré parce qu'il veut montrer qu'il est un diplomate responsable, ouvert à la diplomatie. Il est disposé à rencontrer le secrétaire d'État américain. Tout cela montre que la Russie est un acteur responsable, une partie prenante responsable du système international. Mais s'agissant d'attendre réellement quoi que ce soit des Américains, les Russes, à ce stade, n'attendent rien des Américains. Ils savent qu'on ne peut pas faire confiance à Marco Rubio ni au président Trump plus loin qu'on ne peut les lancer. Ce sont des gens qui tiennent un double discours, qui concluent des accords, puis les violent. Les Russes comprennent qu'ils sont, en réalité, en guerre avec les États-Unis. Et ce qu'ils doivent faire, c'est tout mettre en œuvre pour s'assurer que les États-Unis perdent en Iran. C'est dans l'intérêt de la Russie. Et en plus, que la Russie gagne la guerre en Ukraine et qu'elle inflige aux États-Unis 2 défaites. C'est très certainement ce que pensent les Russes. Il faut se rappeler, Danny, que lors des réunions du G7 auxquelles le président Trump a participé en France, les membres du G7 ont déclaré ensuite qu'ils allaient accélérer leur aide à l'Ukraine dans sa campagne de drones à longue portée contre la Russie. Et ils ont en outre précisé dans cette déclaration qu'ils allaient intensifier leurs efforts pour nuire à l'économie russe. Ce sont les pays du G7, y compris les États-Unis d'Amérique. Puis, début juillet, il y a eu les réunions de l'OTAN à Ankara. Et là encore, le président Trump était présent. Et là encore, lui et les alliés de l'OTAN ont clairement fait savoir qu'ils gardaient la Russie dans leur ligne de mire et qu'ils feraient tout leur possible pour s'assurer que l'Ukraine perde, que la Russie perde la guerre en Ukraine et qu'elle soit, espérait-il, affaiblie au point d'être exclue du rang des grandes puissances. C'est ce que font les États-Unis. Malgré ce que le président Trump ou Marco Rubio peuvent dire de temps à autre, il est tout à fait clair que nous avons les Russes dans notre ligne de mire. Et les Russes le comprennent parfaitement. Ils agiront donc en conséquence. Cela ne veut pas dire que vous n'entendrez pas, de temps à autre, ce langage diplomatique de la part de gens comme Sergei Lavrov, parce que ce type de puissance douce sert les intérêts de la Russie. Et puisque nous parlons de la guerre là-bas, je pense que l'issue la plus probable sera littéralement l'inverse de ce que vous disiez que les États-Unis espéraient faire, à savoir écarter la Russie du rang des grandes puissances. Nous pourrions finir par nous en écarter nous-mêmes. Mais je voudrais examiner quelque chose qui relève davantage du niveau opérationnel que du niveau des détails jusqu'à présent. Depuis environ un mois, l'un des grands thèmes des médias occidentaux est qu'un tournant aurait désormais été atteint grâce à ces frappes à longue portée. Et par exemple, les frappes contre Wildberries, en gros, leur chaîne d'approvisionnement façon Amazon, peu importe, seraient minimisées. D'immenses incendies, spectaculaires, de la fumée noire partout, des raffineries touchées, d'autres cibles militaires frappées au cœur même de la Russie. Et apparemment, la Russie n'arrive pas à les arrêter. C'est ce que cela laisse entendre. Donc, un tournant a été atteint. Mais voilà que, rien qu'au cours de la dernière semaine ou des 10 derniers jours, on a vu que tout à coup, l'Ukraine a limogé son premier ministre, son ministre de la Défense, et maintenant son commandant en chef, le général Syrski. Alors, comment interprétez-vous tous ces changements? Parce que si vous êtes en train de gagner, on pourrait penser que ce serait un mauvais moment pour remplacer ces acteurs clés. Oui, c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça.
Quand on voit Syrski et le ministre de la Défense être tous les deux limogés, on se dit simplement « Waouh, on ne veut pas faire ça en pleine guerre. » Sauf si on n'a vraiment pas le choix. Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'il y a eu un conflit entre le ministre de la Défense et Syrski sur la stratégie de la guerre. Quand le ministre de la Défense a été nommé, il y a environ 6 mois, il avait plus ou moins 2 missions. La première, c'était de régler le problème des effectifs. Comme nous le savons tous les deux, les Ukrainiens ont un énorme problème d'effectifs. Il y a tellement de gens qui échappent à la conscription et tellement de militaires absents sans permission qu'ils n'ont tout simplement pas assez de forces combattantes sur la ligne de front. Et le nouveau ministre de la Défense était censé résoudre ce problème. Et en plus, il allait s'occuper des attaques de drones à longue portée contre l'Ukraine. Excusez-moi, contre la Sainte Russie. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas résolu le problème des effectifs. Ce problème est pire que jamais. En fait, la dernière fois que je suis intervenu dans l'émission, je crois que vous avez montré des images d'émeutes dans l'ouest de l'Ukraine, dans la ville de Lviv. Le ministre de la Défense n'a donc pas résolu ce problème, et cela pose des difficultés à Syrski, parce qu'il a besoin de davantage de troupes. L'autre élément, c'est qu'à mon avis, il y a une tension entre d'un côté, mener une guerre de drones à longue portée au cœur de la Russie, et de l'autre, utiliser un grand nombre de drones sur la ligne de front. Et je pense que l'accent mis sur l'utilisation de drones à longue portée, que privilégiait le ministre de la Défense, créait des problèmes pour Syrski sur le front. Syrski était donc confronté à 2 problèmes. Premièrement, il ne recevait pas assez de troupes. Le problème des effectifs était loin d'être résolu. Deuxièmement, je pense que le nombre de drones est limité, et il avait du mal à obtenir sa juste part de ces drones, parce que la campagne de drones à longue portée suscitait beaucoup d'intérêt. Et je pense que ce type de considération stratégique ou militaire a créé beaucoup de tensions entre eux deux. Ils avaient en tête 2 stratégies différentes pour mener la guerre. L'une mettait l'accent sur la campagne de drones à longue portée, l'autre sur les combats en première ligne. Et je pense que cela a entraîné des tensions importantes entre deux. Ils ne s'appréciaient peut-être pas, de toute façon, sur le plan personnel. Et là, on a un véritable conflit. Et Zelensky s'est retrouvé dans une situation où il a dû les limoger tous les deux. Il a d'abord limogé le chef de la défense, mais cela a provoqué toutes sortes de protestations, parce que les gens appréciaient vraiment le chef de la défense. Et je pense que c'est en grande partie parce qu'ils estimaient que la campagne de drones à longue portée était une stratégie gagnante. En outre, elle n'impliquait pas de pertes russes, de pertes ukrainiennes. Alors que Syrski, parce qu'il est sur la ligne de front et qu'un très grand nombre d'Ukrainiens sont tués sur le front, ne sera pas très populaire en comparaison du ministre de la Défense. Donc, je pense qu'au final, oui, Zelensky s'est vraiment retrouvé dans une situation où il n'avait d'autre choix que de les limoger tous les deux. Et ce n'est pas une bonne situation. Ce n'est pas une bonne situation. Et je pense que comme nous l'avons tous les deux conclu, ça ne changera rien de savoir qui occupe ces postes. Quelle que soit la personne qui le remplacera, ce ne sera pas plus efficace. Dans le peu de temps qu'il nous reste, pouvez-vous nous parler de la collusion, disons, entre ces deux conflits, ou du lien entre ces deux guerres au Moyen-Orient et ici? Et quel impact ce dont nous avons parlé plus tôt concernant la guerre contre l'Iran pourrait avoir ici? Parce que Zelensky supplie. Il veut qu'une usine de missiles intercepteurs Patriot soit construite là-bas. Il a dit qu'ils allaient faire quelque chose, mais que ça ne se concrétiserait que dans des années. Mais ils sont en guerre en ce moment. Ils doivent déjà, encore une fois,
se demander ce qui va se passer sur le plan énergétique cet hiver. Et vont-ils pouvoir y survivre à nouveau? Mais alors, il y aura encore moins de missiles de défense aérienne disponibles, parce que nous les consommons à toute vitesse. Nous n'en aurons plus du tout à leur fournir, et peut-être même plus non plus de missiles à plus longue portée, et ainsi de suite. Et comme le prix du pétrole augmente, tout comme le prix de tout le reste, nous allons nous concentrer sur la résolution de ce problème. Quel impact cela va-t-il avoir sur la conduite même de cette guerre? Eh bien, en ce qui concerne la façon de parler et de réfléchir aux missiles de défense, je suis globalement de l'école de Ted Postol. Je ne suis même pas sûr que ces patriotes aient fait grand-chose, de toute façon. Je veux dire, ce que sous-entend le discours autour des patriotes, c'est que si les Ukrainiens pouvaient mettre la main sur un grand nombre de patriotes, ils seraient capables d'abattre la grande majorité des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones que les Russes lancent contre l'Ukraine. Moi, je ne le crois pas vraiment. Mais ce n'est pas pertinent, parce que le fait est que nous n'avons pas de missiles patriotes à donner aux Ukrainiens. Donc ils n'auront pas ces missiles patriotes. Et il n'existe pas de véritables alternatives significatives. Donc, ce qu'on constate, si l'on regarde ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que les Russes sont pratiquement libres d'attaquer n'importe quelle cible en Ukraine. Et ils n'ont absolument pas à se soucier qu'un missile patriote ou tout autre type de missile abatte les missiles ou les drones qui arrivent. L'Ukraine est donc extrêmement vulnérable. Les Russes disposent d'un énorme stock de bombes, de missiles et de drones, et ils pilonnent vraiment l'Ukraine. Et je pense que le plus important à ce stade, c'est la campagne menée contre Odessa. Il me semble que les Russes ont en gros coupé Odessa comme port de sortie pour l'Ukraine. L'Ukraine vend une grande partie de ses céréales et de son blé via Odessa. Mais ce n'est plus possible, parce que les Russes ont tellement endommagé le port d'Odessa. Et je pense que ce qui se passe ici, et ce qui va continuer à se passer, c'est que les Russes vont utiliser leur énorme supériorité aérienne pour continuer à pilonner l'Ukraine. Et cela, ajouté aux difficultés que l'Ukraine rencontre sur le champ de bataille en raison de son manque d'effectifs, garantit, selon moi, deux choses. Premièrement, que les Russes vont gagner cette guerre. Et deuxièmement, que l'Ukraine en sortira comme un État résiduel dysfonctionnel. Donc tout cela est désastreux pour les Ukrainiens. Alors laissez-moi vous poser la question en 30 secondes ou moins. Qu'en est-il de l'économie? Parce que tout, en Ukraine, ne tient que grâce à l'argent européen. Mais avec le désastre qui se déroule dans le Golfe et la hausse du coût de l'énergie, la Russie dispose maintenant de davantage de liquidités à cause de cette hausse. Et faire des affaires en Europe coûte plus cher. Or, ils sont déjà assez faibles sur le plan économique. Est-ce que cela vous inquiète quant à leur capacité à soutenir l'Ukraine à l'avenir? Eh bien, je pense qu'il ne fait aucun doute que ce qui se passe en Iran va avoir un effet très négatif sur le prix du pétrole et du gaz en Europe et causer de gros problèmes à ces économies. Et je pense qu'avec le temps, la politique en Europe va probablement changer et éroder de façon importante le soutien à l'Ukraine. Cela signifie que l'Ukraine recevra moins d'aide de l'Europe au fil du temps. On peut déjà voir des signes que cela se produit. Et d'ailleurs, en matière de soutien matériel, c'est déjà arrivé avec les États-Unis. Je pense donc que les événements en Iran et simplement le cours de la guerre entre l'Ukraine et la Russie créent une situation dans laquelle l'avenir de l'Ukraine paraît extrêmement sombre. En effet, je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Et n'oubliez pas d'aller sur mearsheimer.substack.com
pour suivre tout ce que le professeur y publie. C'est toujours excellent. Je regardais ça encore un peu plus tôt aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Nous vous apprécions toujours autant. Merci de m'avoir invité, Danny. Tout le plaisir est pour moi. Et nous serons de retour dans quelques minutes avec Matthew O., ancien responsable du département d'État. Il va examiner certaines questions liées à la politique intérieure américaine. Mais en ce qui concerne la sécurité nationale et la politique étrangère, il s'agit surtout de toute cette question qui consiste à lier la sécurité nationale et le renseignement des États-Unis à un pays étranger. Je parie que vous ne devinerez jamais lequel. Retrouvez-nous aujourd'hui avec Matt O dans quelques minutes dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce que nous détestons vous assommer de publicité. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez-nous un peu de soutien en retour. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ceci à quelqu'un qui compte pour vous.